ce n'était pas seulement un auteur de travaux scientifiques, c'était aussi un auteur de poèmes, et notamment de poèmes historiques. C'est ainsi qu'il a écrit un poème intitulé « L'histoire française de notre temps », et il a demandé à Antoine Caron de l'illustrer, et ces illustrations ont servi de carton pour des tapisseries qui ont été effectuées ultérieurement, notamment les tapisseries pour l'histoire de la reine Artémise. C'est une série de tapisseries qui a été tissée sous le règne d'Henri IV et dont un certain nombre figurent dans les musées nationaux. Vous voyez qu'elles sont de qualité. Mais ce qui nous intéresse plus particulièrement dans l'œuvre de Nicolas Hoël, c'est son œuvre caritative. C'est la création d'une institution charitable, la Maison de la Charité chrétienne. Alors, cette Maison de la Charité chrétienne se ventile en 5 options différentes. La construction d'une chapelle d'abord, ensuite l'instruction d'orphelins, puis l'établissement d'une apothicairerie, la création d'un jardin des simples et la création d'un hôpital. L'ensemble de tout cela a une certaine cohérence, puisqu'on va élever les orphelins pour qu'ils arrivent à la connaissance de la pharmacie, on va créer une apothicairerie où les 10 orphelins pourront préparer des médicaments, et on se servira du jardin des simples pour fabriquer les médicaments, et tout cela pourra servir dans l'hôpital. Donc parfaite cohérence, et lorsque Nicolas Hoël va présenter son projet au roi, qui est à l'époque le roi Henri III, eh bien, le projet sera tout de suite accepté. De toute façon, le financement étant celui de Nicolas Hoël seulement, ça ne posait pas tellement de problèmes. Donc, cette cérémonie où il a présenté son projet est figurée ici sur une miniature qui se trouve dans un document qui se trouve dans un musée de Cracovie, le musée Czartoryski, et cette miniature représente le roi sous un dais. On voit la reine Catherine de Médicis à ses côtés, et à ses pieds, présentant un modello de sa chapelle, on voit Nicolas Hoël. Et ce portrait-là est certainement beaucoup plus exact que celui de la salle des actes, et on peut isoler ici le visage de Nicolas Hoël sur cet enluminure. Une fois la décision prise, il fallait choisir un lieu pour installer cette maison de la charité chrétienne. Après une tentative d'implantation à la Maison des Enfants Rouges, le choix s'est porté finalement sur l'ancien hôpital de l'Oursine, qui était à l'époque totalement délabré et qui était situé rue de l'Oursine. Et nous avons ici une miniature qui provient toujours du même musée, qui représente la construction de la Maison de la Charité chrétienne, et on voit ici Nicolas Hoël qui donne des ordres à un architecte, enfin un maître d'œuvre plutôt. Et nous allons nous intéresser plus particulièrement au deuxième point du projet de Nicolas Hoël. Le texte dit exactement: le second membre, allusion au fait que le premier était la construction de la chapelle, le second membre comprend l'instruction d'un certain nombre de pauvres enfants orphelins, nés en loyal mariage, lesquels enfants en premier lieu sont instruits
en la crainte de Dieu et doctrine de l'Église catholique, apostolique et romaine, puis est-ce bonnes lettres, pharmacie et connaissance des simples, pour, puis après, aller traiter et médicamenter dans leurs infirmités et maladies les pauvres honteux de la dite ville et faubourg, sans qu'ils sortent de leur maison pour aller à l'Hôtel-Dieu, ce qui est une œuvre d'un grand mérite envers Dieu et qui ne s'est encore pratiquée. C'est une nouveauté d'aller porter les soins au domicile des malades, sans qu'ils aient à se déplacer pour être accueillis à l'Hôtel-Dieu. Alors, encore une des miniatures, mais qui est ici dans une photographie qui a été prise par le comte de Laborde en 1937 et qu'il a fait reproduire dans son ouvrage. Vous avez ici Nicolas Well dans son apothicaire-rie avec les documents qu'il est en train d'étudier, et vous avez au fond, on voit les orphelins en train d'étudier dans une salle, et l'apothicaire-rie, on voit les pots qui apparaissent un petit peu au fond ici. C'est le fonctionnement de la maison de la charité chrétienne qui est représentée ici. Alors cette maison de la charité chrétienne ne va pas fonctionner extrêmement longtemps. En 1579, il se produit une très importante crue de la Bièvre. La Bièvre, à l'époque, coulait librement, et elle n'était pas domestiquée comme maintenant, et cette crue a été tout à fait dramatique. Elle a dévasté l'hôpital, et surtout, elle a complètement détruit le jardin des simples. À ce moment-là, Nicolas Well a considéré que la localisation première de son jardin n'était pas favorable, et donc en 1579 tout de suite, il a acheté un terrain situé de l'autre côté de la rue de l'Oursine. Un terrain qui allait de la rue de l'Oursine à la rue de l'Arbalète et qui formait une sorte de Z un peu biscornu qui était étroit et où il comptait installer son jardin des simples. Mais il est mort en 1587 et à la suite de ce décès, une période de transition s'est produite, pas la peine d'entrer dans les détails, et en 1524, les apothicaires ont reçu la responsabilité des locaux. Finalement, après étude, ils n'ont gardé que le fameux terrain des Vieux Fossés que Nicolas Well avait acheté de l'autre côté de la rue de l'Oursine. Et en 1626, ils ont fait l'acquisition de 2 jardins qu'ils ont réunis pour constituer un territoire carré, un jardin carré, qui jouxtait celui des Vieux Fossés avec lequel ils communiquaient et qui était complètement en bordure de la rue de l'Arbalète. Et à partir de 1628, ils ont commencé des travaux de construction de bâtiments. Voici ce qu'on peut voir sur le plan de Turgot. Alors le plan de Turgot date de 1734, mais vous voyez ici le Z que dessine le terrain des Vieux Fossés. Je ne sais pas si ce machin permet de... Non. Si ? Ah oui, pardon. Voilà, alors ceci, le Z du terrain des Vieux Fossés. Vous voyez, il est là. Et puis le terrain carré, et ici les bâtiments, que l'on va voir de plus près. Alors ça, ce sont les bâtiments qu'ont fait construire les apothicaires, et le jardin derrière a été représenté sur le plan de Turgot comme un jardin à la française. Mais ça, c'est un embellissement. En réalité, le bassin central était bien là, mais il n'y avait pas de jardin à la française, il y avait un jardin
botanique classique avec des plates-bandes parallèles disposées régulièrement. Ces travaux ont été reconnus, tout leur intérêt a été reconnu, et Louis XIII, en 1633, a exempté les apothicaires du logement des troupes. Et à l'appui de cette exemption, le texte donne ses raisons. Ayant reçu un terrain en friche est passé sous la photo, pardon. Ayant reçu un terrain en friche, les apothicaires l'ont fait rétablir et planter, de manière que maintenant, par l'adjonction de plusieurs autres places attenantes qu'ils ont acquises, l'on y voit un très beau et grand jardin, rempli de toutes sortes de plantes rares et curieuses, servant à la dite profession, dans laquelle les étudiants et aspirants à la maîtrise de la pharmacie se vont exercer et instruire. Donc ce texte de Louis XIII indique déjà le caractère tourné vers la pédagogie de l'institution. Effectivement, les apothicaires ont établi là une école des simples, c'est le terme qu'ils utilisent, et un droguier, et les étudiants, enfin les élèves, viennent s'entraîner dans ces locaux. Les examens d'accession à la maîtrise d'apothicaire comportent plusieurs étapes. Il y a une étape qui est l'acte dit de lecture, qui est un examen qui consiste en un commentaire de textes anciens ou de commentaires d'ordonnances de médecins, où on va expliquer quelles sont les plantes qui entrent dedans, quelles sont les drogues qu'on a utilisées, comment il faut les faire, etc. Tout cela, c'est ce qu'on appelle l'acte de lecture. Il y a une autre partie qu'on appelle l'acte des herbes, qui consiste en des reconnaissances de plantes et reconnaissances de drogues. Et puis, une troisième partie, qui est la partie pratique, qui est la confection d'un chef-d'œuvre constitué d'un certain nombre de médicaments. Ça a varié au cours du temps et ça varie selon les villes, le nombre de médicaments. Donc, c'est la dernière partie de cet examen qui va être très rapidement organisée dans les nouveaux locaux de la rue de l'Arbalète. Mais les autres épreuves continueront à être organisées dans les locaux de la communauté mixte des apothicaires et des épiciers, qui est située rue de l'Aiguillerie. Et l'ensemble des examens ne seront rapatriés rue de l'Arbalète qu'en 1771. Alors, les assemblées de la communauté des apothicaires et des épiciers continuent à avoir lieu rue de l'Aiguillerie, mais les réunions propres aux apothicaires se tiennent dans une salle de réunion qui a été construite rue de l'Arbalète. Salle de réunion dont voici l'état au tout début du XIXe siècle. Donc, cette salle de réunion, vous voyez ici une cheminée surmontée d'un tableau sur lequel nous reviendrons, et vous voyez des portraits de maîtres qui sont disposés dans les boiseries autour. Alors, tout cela, ça se situe dans la salle de réunion de la rue de l'Arbalète. Et si vous avez l'occasion de visiter la salle des actes de la faculté de pharmacie de Paris, avenue de l'Observatoire, vous verrez cette cheminée, vous verrez ce tableau et vous verrez les portraits de maîtres autour. Ce sont les mêmes qui ont été transportés, mais nous verrons cela plus tard. Revenons-en au tableau central qui est attribué à Simon Vouet. Alors, ce tableau, qui est assez monumental, qui est au-dessus de la cheminée elle-même monumentale,
c'est un tableau qui représente une thématique en rapport avec la profession de ceux qui l'ont acquis, c'est-à-dire les maîtres apothicaires. Alors, c'est une illustration d'un passage de l'Odyssée d'Homère. C'est la Hélène de Troie qui est reçue par les souverains d'Égypte qui lui offrent le népenthes. Le népenthes, c'est ce médicament merveilleux et tout à fait imaginaire, malheureusement, qui permet d'abandonner tous ses soucis et d'être au summum de la béatitude sans être atteint par tout ce qui peut frapper. On raconte qu'ayant pris du népenthes, on peut voir égorger toute sa famille sans quitter la parfaite béatitude. Donc c'est ce médicament qui est remis là à Hélène de Troie. C'est ce qu'on trouve dans l'Odyssée d'Homère. Ce tableau, il en existe une réplique plus petite, qui est sans doute une esquisse, et qui se trouve au musée Carnavalet. Et elle est présentée au musée Carnavalet comme étant un tableau de Simon Vouet. Donc c'est sans doute l'esquisse de celui qui se trouve à la salle des actes. Il a été acheté par le musée Carnavalet il n'y a pas si longtemps que ça, chez Sotheby's. Toujours mus par leur souci de formation, par leur souci pédagogique, les maîtres apothicaires vont organiser des cours de chimie. Et ces cours de chimie, ils vont les organiser de 1700 à 1723. Et chaque année, un maître va être en charge de ces cours de chimie et on changera l'année suivante. Alors, je ne vous présente ici que ceux dont les portraits se trouvent dans la salle des actes de la faculté de pharmacie de Paris. Mais on connaît très précisément celui qui a fait le cours chaque année. Donc ici, vous voyez Claude Bier qui a fait le cours en 1702, vous voyez Henri Rouvière qui a fait le cours en 1706, Gilles-François Boulduc, vous reconnaissez son costume, qui est différent des deux précédents. Les deux précédents avaient un rabat sur une robe noire. Ici, vous avez une manche rouge. Ça, c'est un costume d'échevin de la ville de Paris. Gilles-François Boulduc était échevin de la ville de Paris quand ce portrait a été fait. Donc Gilles-François Boulduc a fait le cours en 1707. Il sera membre de l'Académie des sciences. À côté, vous avez Claude-Joseph Geoffroy, également en costume d'échevin, et qui fut également membre de l'Académie des sciences. Ici, Spire Nicolas Piat et Claude Pagès. En 1732, le cours de chimie a été suspendu sur une intervention de la faculté de médecine, qui s'est offusquée que des maîtres apothicaires se permissent de faire des cours, alors que faire des cours était une activité qui relevait uniquement des docteurs régents de l'école de médecine. Ces cours ont été rétablis entre 1753 et 1765. En 1759, on va créer une société qui sera la Société du cours de chimie. Et elle va regrouper un certain nombre de maîtres apothicaires, Guénaud, Cousier, Bataille, Demoré, Santerre, Azéma, Laplanche, Laborie et Julliot. Et alors ils vont se réunir et ils vont décider de ce qui sera dit dans le cours
et on va décider de suivre le plan du cours d'Hermann Boerhaave. C'est un professeur hollandais qui avait publié les Elementa Chemiae, et ces Elementa Chemiae en latin ont été traduits en français à peu près à l'époque où la société du cours de chimie se réunissait. Donc, on suit cet ouvrage qui vient de paraître en France. Alors, parmi les membres de cette société, parmi ceux qui s'occupent de ce cours, eh bien, je voudrais vous citer Joseph Bataille. Pourquoi plus particulièrement Joseph Bataille? C'est parce que Joseph Bataille a été maître apothicaire rue de la Montagne Sainte-Geneviève. Donc c'est tout indiqué ici d'évoquer sa mémoire. Et cette officine qu'il avait rue de la Montagne Sainte-Geneviève a été transportée par un de ses successeurs, qui était le pharmacien Buria, qui l'a transformée donc en la transportant rue Soufflot. Et vous voyez là la vitrine de la pharmacie L'Hôpitalier, qui a disparu, la pharmacie, en 2012, mais vous pourrez toujours voir la vitrine derrière laquelle se cache une boutique de fringues. Autre membre de la société en question, Balthazar Julliot. Je ne vous mets que ceux dont j'ai trouvé les portraits, et ça, ce sont des portraits de la salle des actes. Alors, les choses vont se compliquer en 1763, parce qu'en 1763 va exister un conflit entre, d'une part, Laurent-Charles de Laplanche, l'un des membres de cette société, et tous les autres. Parce qu'on avait défini au départ un plan de cours, et il fallait suivre ce plan de cours, et Laplanche ne le suivait absolument pas. Laplanche faisait n'importe quoi. Vous savez, Laplanche, il a été le professeur de Lavoisier, et Lavoisier ne l'appréciait guère. Donc, Laplanche est entré en conflit avec tous les autres, il a été exclu des cours. Il a été exclu des cours, et il n'a pas apprécié. Donc, il a porté la querelle sur la place publique. Et on a vu circuler dans la ville un pamphlet, lettre de plusieurs étudiants en médecine à un jeune docteur de Reims, actuellement à Avallon, au sujet d'un démêlé qui s'est élevé entre les démonstrateurs des cours de chimie qui se font au jardin des apothicaires. En 1765, il a fait appel auprès du lieutenant de police. Et cela a abouti à la condamnation des membres de la société qui ont dû le réintégrer. Et il y a eu une confirmation en 1767. Et cela a signé la fin du cours de chimie. Parce que, profitant de ce désordre, la faculté de médecine a fait interdire le cours. Par ailleurs, à cette même époque, pour accompagner les démonstrations des plantes médicinales qui se faisaient dans le jardin et qui s'appuyaient sur un catalogue imprimé, les apothicaires ont souhaité organiser en 1768 un cours public de botanique. Ils ont mis sur pied les choses, mais la faculté de médecine en a eu vent et elle s'y est opposée et a obtenu son interdiction. Alors à ce moment-là, nous allons assister à un changement d'époque. Jusqu'à présent, les métiers étaient organisés en communautés. On ne disait pas corporation à l'époque, mais c'est ce que nous appelons des corporations. Ils étaient organisés en communautés et ça fonctionnait ainsi depuis le Moyen-Âge.
Mais était née une nouvelle théorie, le libéralisme économique. C'est Quesnel qui avait lancé l'idée, et il y avait le groupe des physiocrates qui promouvait ce nouveau comportement, le libéralisme économique. L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert est imprégnée de ce libéralisme économique. Et il se trouve que le ministre Turgot, le fils de celui du plan de Turgot, mais celui-ci c'est Anne-Robert Turgot, celui qui est connu dans l'histoire, eh bien Turgot va édicter en 1776, juste avant sa disgrâce, il va édicter une série d'édits, qui sont les fameux édits de Turgot, dont tout le monde a parlé, et qui ont été commémorés en grande pompe en 1976. Et donc, ils étaient imprégnés de cette idée du libéralisme économique. Et j'attire votre attention sur l'édit portant suppression des jurandes et communautés de commerce, arts et métiers, qui est un édit qui met fin à toute l'organisation économique antérieure, le fonctionnement par communauté. Mais il y a une petite exception dans cet édit. Il est écrit « N'entendons pas comprendre dans les dispositions, celles de l'édit, la suppression, les professions de la pharmacie, de l'orfèvrerie, de l'imprimerie et librairie, jusqu'à ce que nous en ayons statué. » Alors, pourquoi ces professions ? L'orfèvrerie, c'est pour essayer de contrôler la qualité des métaux précieux. L'imprimerie, c'est pour pouvoir exercer une certaine censure. Et la pharmacie, c'est pour des raisons de santé publique. Donc, on ne supprime pas ces communautés, on supprime les autres. Mais il y a une fin de phrase, jusqu'à ce que nous en ayons statué. Donc là, il y a une promesse de quelque chose de nouveau qui va arriver. Et ce qui va arriver, c'est le collège de pharmacie. Le 21 avril 1777 va paraître la déclaration du roi portant règlement pour les professions de la pharmacie et de l'épicerie à Paris. Alors c'est un texte qui est extrêmement important parce qu'il amène une organisation complètement nouvelle. D'abord, il crée un collège de pharmacie à l'imitation de ce qui avait été fait une trentaine d'années plus tôt pour la chirurgie, où on avait créé un collège de chirurgie. Il entérine une séparation définitive avec les épiciers, il élimine cette communauté commune, qui était une communauté qui avait quand même un sens, parce que les épiciers, comme les apothicaires, devaient se fournir en drogues d'origine lointaine, et donc ils avaient certains intérêts en commun au niveau de la fourniture des drogues. Par ailleurs, il affirme le monopole pharmaceutique, il interdit aussi bien aux épiciers qu'aux médecins qu'aux ecclésiastiques d'exercer la pharmacie, et il crée à la place de la maîtrise d'apothicaire la maîtrise de pharmacie. Donc c'est un texte extrêmement important et nous allons nous intéresser plus particulièrement à son article 11. Permettons aux maîtres en pharmacie de continuer, comme par le passé, à faire dans leur laboratoire particulier des cours, d'études et démonstrations. Oui, ça, il y avait de très nombreux apothicaires qui organisaient des cours privés dans leur laboratoire où ils faisaient payer l'assistance et qui avaient lieu
On les annonçait dans les journaux, il y en avait pas mal dans Paris. Et par ailleurs, pour l'instruction de leurs élèves dans leur laboratoire jardin, même d'établir des cours publics d'études et démonstrations gratuites, alors là, gratuites, pour l'instruction de leurs élèves dans leur laboratoire et jardin, rue de l'Arbalètre. On écrivait rue de l'Arbalètre à l'époque. À l'effet de quoi, ils présenteront chaque année au lieutenant général de police un nombre suffisant de maîtres pour faire les 10 cours à jour et heure fixe et indiquée. Donc, organisation d'un cours officiel, celui-là, que la faculté de médecine ne pourra plus faire interdire. Donc, c'est une officialisation. C'est une date importante. Avril 1777. Alors, ces cours, on va avoir des cours de chimie. Alors, les cours de chimie vont être effectués par Pierre-François Mitoire, Antoine Brognard, Nicolas Deyeux. Nicolas Deyeux, c'est le futur collaborateur de Parmentier. Balthazar Sage, qui est connu comme minéralogiste. Les cours de botanique et d'histoire naturelle seront faits par François de Machy, qui est un auteur de très nombreux ouvrages scientifiques. Valmont de Beaumard, qui a écrit lui aussi un dictionnaire d'histoire naturelle en 9 volumes. Pierre Buisson et Antoine-Augustin Parmentier. Le jardin des apothicaires devient le jardin du collège et il va donc être utilisé, comme il l'a toujours été, à des fins d'enseignement et la bibliothèque, la BIUS Poule Pharmacie, possède le catalogue des plantes de ce jardin. Comme elle possède également l'inventaire de la bibliothèque du collège qui a été dressé en 1780-81 et qui a été terminé en 86-87. Et il se trouve que ce document a été numérisé et que tous les ouvrages qui ont pu être retrouvés de cette bibliothèque du collège qui se trouve à la BU Santé actuellement pour le pharmacie ont été numérisés, les exemplaires qui étaient là à l'époque du collège. Et on est en train de les numériser, c'est pas terminé, et il y a tout un tas de travaux qui sont organisés pour la mise en valeur de ce fonds exceptionnel. Mais nous sommes dans les années 80 du XVIIIe siècle, et va poindre la Révolution française. Et naturellement, cela va avoir des conséquences au niveau de l'organisation de l'enseignement pharmaceutique. Toujours le libéralisme, mais cette fois-ci c'est le libéralisme triomphant, et pour se mettre en accord avec ces idées totalement libérales, le décret du baron d'Allard va être publié le 2 mars 1791 et il deviendra loi le 17 mars 1791. Et voici le texte. Il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon. Plus besoin de formation, plus besoin de diplôme. N'importe qui peut exercer la profession qu'il veut. Il y a quand même une restriction, mais elle est d'ordre financier. Mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d'une patente, d'en acquitter le prix, suivant les taux ci-après déterminés, et de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits. Alors, ce texte, totalement libéral, doit être appliqué à partir du 1er avril. Notez bien cette date, le 1er avril. Donc là, on organise une anarchie totale. Le 14 avril, c'est-à-dire 15 jours après, va paraître un nouveau décret
qui est le décret d'Eustache-Livret, qui est à l'époque le président du comité de salubrité publique. Et donc il va faire paraître ce décret au bout de 2 semaines. Voici le début du texte. L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité de salubrité sur un abus qui s'est introduit dans l'exercice de la pharmacie, considérant l'objet et l'urgence de cette profession, décrète. Donc là, on avait constaté un certain nombre d'accidents, il semble qu'il y ait eu des décès, et donc il faut reprendre les choses en main. Et en dépit du décret du baron d'Alarde, ce décret dit que les lois, statuts et règlements, ceux d'Ancien Régime, existant au 2 mars dernier, relatifs à l'exercice et l'enseignement de la pharmacie pour la préparation, vente et distribution des drogues et médicaments, continueront d'être exécutés suivant leur forme et teneur, sous les peines portées par les dites lois et règlements, jusqu'à ce que, sur le rapport qui lui en sera fait, elle ait statué définitivement à cet égard. Donc, retour en arrière brutal, suite à cette libéralisation anarchique. Peut-être les législateurs actuels qui envisagent la libéralisation des médicaments pourraient penser à ça avant d'agir. Cela a donné une nouvelle loi relative à l'exercice de la pharmacie, à la vente, des distributions et drogues des médicaments, qui reprend le décret. Alors le collège de pharmacie va donc continuer à fonctionner pendant la Révolution, pendant la Terreur, il fonctionne. Et à titre d'exemple, voilà un diplôme qu'il a délivré en 1795. C'est le diplôme de Nicolas Vauquelin, qui donc a été délivré par le collège en 1795. Les choses vont à nouveau évoluer avec la Constitution de l'an 3. La Constitution de l'an 3, du 5 Fructidor an 3, 22 août 1795, revient sur la loi Le Châtelier, etc., et précise que les citoyens ont le droit de former des établissements d'éducation et d'instruction, ainsi que des sociétés libres pour concourir au progrès des sciences, des lettres et des arts. Aussitôt, les maîtres en pharmacie pensent qu'ils vont pouvoir, grâce à cela, rentrer dans un système de loi de l'époque pour essayer d'organiser l'enseignement pharmaceutique. Et le 20 mars 1796, les membres du collège se constituent en Société libre de pharmacie. Société libre de pharmacie de Paris. Et cette société, comme premier acte, fonde une école gratuite de pharmacie. Et cette école gratuite de pharmacie se verra confirmée par un arrêté du directoire. Le 30 Floréal en 4. Alors le texte est le suivant. Nous déclarons que notre intention est de perpétuer l'établissement d'instruction formé par les pharmaciens de Paris et nous nous engageons mutuellement à continuer à faire dans notre laboratoire et jardin, 6 rue de l'Arbalète, des cours et démonstrations publiques et gratuits de chimie, de pharmacie, de botanique et d'histoire naturelle. Le directeur de cette école gratuite sera Jean-Nicolas Trusson, qui est en même temps le prévôt, c'est-à-dire le directeur, de la Société libre. Son adjoint sera Jean Chéradame.
Le secrétaire sera Edme Jean-Baptiste Bouillon-Lagrange, tous portraiturés dans la sac des actes de la faculté de pharmacie de Paris. Le secrétaire adjoint, Simon Morlot, n'a pas eu droit à un portrait. Alors, n'ayant pas trouvé son portrait, je vous ai fourni celui de son père. Car le père de Simon Morlot, c'est Claude Morlot, qui se trouve sur le portrait de l'apothicaire qui figure dans les hospices de Beaune. Et si vous visitez les hospices de Beaune, regardez ce portrait, enfin, cette représentation d'une officine avec le jardin botanique derrière et le laboratoire où se produit une distillation qu'on voit apparaître sur le côté. Et là, c'est le père de Morlot. Je vous ai mis aussi un livre de Morlot à côté, son cours élémentaire théorique et pratique de pharmacie chimique, mais son portrait, je ne l'ai pas. Les cours de chimie étaient faits par Vauquelin, bien sûr, Bouillon-Lagrange, qui sont deux chimistes, et comme adjoint, Denis Placide Bourriat. Ça, c'est le document de nomination de Vauquelin comme professeur de chimie. Les cours de pharmacie sont faits par Simon Morlot, Trusson et Louis-Isidore Nacher. En histoire naturelle, c'est Demachy, Michel Jean-Jérôme Dizet et, comme adjoint, Martin, sur lequel je n'ai pas beaucoup de renseignements. En botanique, les cours sont faits par Guillard-Père et Sagot, et l'adjoint, c'est Guillard-Fils. Ça, c'est donc la période de l'école gratuite. Le directoire va conduire à de nouvelles modifications, avec la très célèbre loi de Germinal en 11, qui va créer l'école spéciale de pharmacie à Paris. Alors, c'est pendant, donc, j'ai dit le directoire, c'est le consulat, pardon. C'est pendant le consulat, donc, Napoléon Bonaparte étant premier consul, que Antoine de Fourcroy, qui est en charge de l'instruction publique, va promouvoir une nouvelle loi. C'est la loi contenant organisation des écoles de pharmacie, qui est la loi du 21 Germinal en 11 avril 1803. Cette loi va réorganiser l'enseignement pharmaceutique et elle va créer des écoles spéciales de pharmacie dans les villes où ont été créées le mois précédent des écoles de médecine, à savoir Paris, Montpellier et Strasbourg. Le texte confirme également le monopole de l'exercice de la pharmacie pour les pharmaciens diplômés et on ne parle plus de maître en pharmacie, le texte parle cette fois-ci des titulaires du diplôme de pharmacie. C'est un arrêté du 15 Vendémiaire en 12, 8 octobre 1803, qui va nommer le corps professoral. Alors, on va voir que c'est la continuité. C'est le citoyen Vauquelin qui est nommé directeur. Et le citoyen Trusson, l'ancien directeur, est nommé directeur adjoint. Et le citoyen Chéradame est trésorier. Avant, il était sous-directeur. Donc, c'est la même équipe. Par ailleurs, sont nommés professeurs pour la chimie Bouillon-Lagrange et Henry,
Pour la pharmacie, Brognard et Bourriat, qui étaient déjà. Pour l'histoire naturelle des médicaments, Laugier et Vallée. Pour la botanique, les deux Guillard, le père et le fils. Ce texte parle également des examens. Alors, les examens seront deux de théorie, dont l'un sur les principes de l'art et l'autre sur la botanique et l'histoire naturelle des drogues simples. Et le troisième, de pratique, durera 4 jours et consistera dans au moins 9 opérations chimiques et pharmaceutiques. Pour améliorer le fonctionnement de l'école, en 1811, Vauquelin va faire l'acquisition d'un mobilier qui est toujours celui qui est utilisé dans la salle des actes de la faculté de pharmacie de Paris. Avançons toujours dans le temps. Sous le règne de Louis-Philippe, en 1840, les écoles de pharmacie, qui jusque-là, étaient des écoles spéciales en dehors de l'université, vont être intégrées au sein de l'université. À cette occasion, va être, dès 1841, commandée une masse à porter devant le corps professoral pour les cérémonies officielles. Et c'est une masse qui a été commandée à 2 orfèvres. Et au-dessus de la boule, ici, figure le coq d'argent qui est présenté à côté, qui est le symbole de la monarchie de Juillet. Alors, naturellement, il faut suivre les évolutions politiques, et lors du Second Empire, le coq en question sera remplacé par une aigle impériale, symbole héraldique de l'Empire, et naturellement, avec la République, on mettra la déesse Hygie. Pardon. Sur le plan des locaux, le nombre d'élèves augmentant, la nécessité de construire un amphithéâtre se fait sentir. Cette construction d'amphithéâtre va réduire un petit peu la surface du jardin, puisqu'on va accoler au bâtiment principal, côté jardin, cet amphithéâtre en 1840. Par ailleurs, on va créer ce qu'on appelle l'école pratique, et on va acheter les maisons qui se situaient un peu enclavées dans l'ensemble des propriétés du collège, et on va détruire ces maisons et mettre à la place des laboratoires de travaux pratiques en 1857. Ils sont construits donc à la gauche du bâtiment central. Voilà à peu près l'aspect côté jardin de l'ensemble. Mais 2 choses vont se produire. D'abord, augmentation importante du nombre des étudiants. Il faut agrandir. Et deuxième chose, le baron Haussmann veille. Et le baron Haussmann change Paris. Le baron Haussmann crée des nouvelles voies. Et il perce la rue Claude Bernard, laquelle va mordre sur le jardin, légèrement sur les bâtiments, et va finalement
rendre le jardin très exigu. Par ailleurs, il y a toujours le besoin d'augmenter les bâtiments. Alors, on va essayer de résoudre cette question. Les professeurs sont très attachés à ce bâtiment historique et ils souhaiteraient bien rester dans le quartier. Alors, on essaye d'acheter les terrains voisins. Mais ça pose des tas de problèmes, c'est difficile. Et finalement, Adolphe Chatin, qui est directeur de l'école entre 1873 et 1886, va devoir décider un déménagement. Il va devoir décider un déménagement qui va se faire sur le terrain de l'ancien couvent des Chartreux, qui se situe donc avenue de l'Observatoire. Et cette construction va être entamée en 1876. Elle sera confiée à Charles Lenné et elle se terminera en 1882. Alors, à la fin, il y a certaines difficultés avec les entreprises parce que ça ne va pas assez vite. C'est quelque chose qui est assez fréquent. Qu'à voir l'ascenseur de la faculté de pharmacie de Paris qui est en travaux depuis 3 ans sans beaucoup de succès. Et le bâtiment s'élève et en 1882, voilà l'aspect côté rue d'Assas. Donc vous voyez les 2 amphithéâtres qui sont les 2 amphithéâtres de Moissan et Guignard qui saillent sur le jardin. Vous avez le bâtiment principal en H avec une partie avenue de l'Observatoire et le reste qui regarde le jardin. Et puis sur la gauche, vous avez le grand bâtiment de laboratoire. Et au centre du jardin, vous avez le complexe de serres. Donc ça, c'est une gravure qui a été publiée à peu près simultanément dans l'Illustration et ici dans un journal allemand de Francfort. Et celle-là, c'est l'exemplaire allemand. Voilà l'aspect de la faculté dans les années 1900 sur une photographie vue cette fois-ci de l'avenue de l'Observatoire en fait. Ici vous avez les serres, très bel ensemble de serres, peut-être construit par Eiffel, mais en tout cas suivant ses principes. Et alors, comme salle de réunion, eh bien, on va créer dans ces nouveaux bâtiments de 1882 une salle pour accueillir les boiseries de la salle de réunion du collège. Alors cette salle elle est un petit peu plus grande, elle est plus haute, et donc vous avez ici, si ce truc veut bien, oui, vous avez ici donc le tableau, la cheminée, et au-dessus vous avez un fronton qui a été ajouté parce que la salle est un petit peu plus haute. Et vous avez les portraits qui sont par 3 étages au lieu d'être par 2 comme dans la salle primitive. Mais autrement, on a transporté les boiseries et cette salle a été créée pour accueillir la salle de réunion du collège. Donc on est étonné quand dans ce bâtiment de 1882 on pénètre dans cette salle du XVIIe siècle, mais c'est un transport qui a eu lieu et c'est un pastiche authentique. Alors à la tête de l'école vont se succéder Gustave Planchon qui est le premier à s'être penché sur l'histoire du jardin des apothicaires et qui, dans le journal de pharmacie et de chimie, a publié un nombre d'articles importants
dans les années 1880 et suivantes. Ensuite, vous avez Léon Guignard, qui est le découvreur de la double fécondation chez les végétaux. C'est la statue qui se trouve dans le jardin de la faculté actuelle. Et vous avez ici le portrait d'Henri Gautier, qui a été directeur de 1911 à 1920, puis particularité, le doyen de 1920 à 1922. Alors voici une caricature du corps professoral en 1906. Vous reconnaissez la grande silhouette de Moissan, qui brandit fièrement son prix Nobel, une médaille de prix Nobel. C'est 1906, il vient juste de l'obtenir. Et vous avez le doyen qui serre contre son cœur une plante toxique. Et chaque professeur est identifié. C'est un peu fastidieux, mais chacun est identifié. En 1920, donc, l'École supérieure de pharmacie de Paris va devenir la faculté de pharmacie de Paris. Pendant la guerre de 14, les pharmaciens, et notamment les professeurs de la faculté de pharmacie de Paris, ont rendu de signalés service à la nation. Ils ont participé extrêmement activement à la guerre des gaz. Ils ont participé à la conception de protection contre les gaz. Ils ont participé à la conception de nouveaux gaz de combat. Et ils ont également participé à quelque chose qui est extrêmement important, c'est la reconstruction d'une industrie chimique française. Avant la guerre de 14, l'industrie chimique était tributaire de l'Allemagne, dont les usines étaient plus développées, et par ailleurs, les achats de matières premières ne pouvaient plus être faits en Allemagne. Il fallait produire, et malheureusement, la région qui avait le plus d'usines chimiques était occupée par les Allemands pendant la guerre. Donc, il a fallu développer une nouvelle industrie chimique, et Béal, Auguste Béal, professeur de chimie organique à la faculté de pharmacie de Paris, à l'école, de pharmacie de Paris à l'époque, a été en charge du développement de cette nouvelle industrie, et donc ils ont rendu énormément de services. Alors il y a une deuxième chose qui est intervenue, c'est que lorsqu'on a récupéré l'Alsace et la Lorraine, on a récupéré l'école de Strasbourg. Seulement cette école de Strasbourg, la plupart de ses professeurs allemands sont partis. Il a donc fallu repeupler l'école de Strasbourg. Pour repeupler l'école de Strasbourg, on a pris les enseignants de l'école de Nancy. Alors, à Nancy, on n'était pas content. Donc il fallait satisfaire Nancy. Et donc, pour satisfaire l'école de pharmacie de Nancy, elle a été associée à Paris, Montpellier et Strasbourg dans la création des facultés. Et donc, les 4 écoles de Paris, Montpellier, Nancy et Strasbourg ont été transformées en facultés par le décret du 14 mai 1900. Et vous avez là la masse de la faculté de pharmacie de Paris surmontée par la déesse Ige, qui a remplacé l'aigle impérial. Alors la situation va évoluer dans cette faculté. Comme d'habitude, les locaux sont trop petits. Alors, on va, entre 1932 et 1939, procéder à une surélévation du bâtiment principal. C'est un gros travail, on gagne un étage, mais ça ne suffit pas non plus. Et après la guerre, entre 1952 et 1953,
vont être creusés en sous-sol, sous la cour d'honneur, 2 grands amphithéâtres qui sont les actuels amphithéâtres Bussy et Bourquelot. Puis, des nouveautés pédagogiques sont intervenues avec la création des enseignements dirigés. Et les enseignements dirigés, ça ne s'adresse pas à un amphithéâtre, tout du moins quand il ne s'agit pas de la PACES. Ça s'adresse à un petit groupe. Ça s'adresse à un petit groupe, et donc on a bâti un nouveau bâtiment avec des salles plus petites. C'est le bâtiment d'enseignement dirigé qui est venu réduire considérablement la surface du jardin botanique, il faut bien le dire. Et cette construction a eu lieu entre 1964 et 1965, c'est-à-dire en plein quand j'étais étudiant. Et ce bâtiment a été complété par la construction d'un bâtiment collé contre les amphithéâtres Guignard et Moisson, et qui, là encore, déborde sur le jardin botanique. Et cela, ça s'est achevé, eh bien ça s'est achevé juste à temps pour les événements de mai 68. Mais ça, c'est une autre histoire, comme aurait dit Kipling. Mon contrat, c'est de m'arrêter en 1968. Je vous remercie. Y a-t-il des questions sur ce panorama de l'histoire de la pharmacie? Monsieur Garetta. Naïvement, je me figurais jusqu'à présent que la robe noire était un signe de docteur. En fait, la galerie de portraits que vous nous avez fait défiler montre des gens qui sont simplement maires à Petit-Quai. Et alors, comment distinguer les robes de docteur quand il n'y a pas les barrettes? Ah mais voilà, c'est à l'épitoge qu'on distingue. Oui, et à l'époque classique, avant la Révolution, on peut dire que n'importe qui peut porter une robe noire. Je ne sais pas si n'importe qui peut porter, mais les maîtres apothicaires, oui. Et à Montpellier, la robe des maîtres apothicaires était codifiée. Elle était codifiée et elle avait en argent ce que les médecins avaient en or. C'est une distinction. Mais il faut dire qu'à Montpellier, l'université est quand même une université pontificale et les professeurs de l'université de Montpellier se distinguent des professeurs des autres universités en ce qu'ils sont chanoines et qu'ils portent tous le camail. C'est ce qui se voit tout à fait sur les portraits que l'on peut voir à la faculté de médecine de Montpellier, par exemple. Et la distinction, la robe noire n'est pas réservée aux médecins, et c'est l'épitoge qui indique le docteur, et le nombre de rangs d'hermine a été codifié dans l'université napoléonienne. Est-ce qu'on connaît l'importance des effectifs des élèves quand la faculté était rue d'Arbalète? On la connaît, je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est une vingtaine. On doit arriver à 50 vers la fin, pas plus. Il reste rien rue d'Arbalète. Alors, ce qu'il y a rue de l'Arbalète, c'est l'Institut agronomique à l'emplacement.
C'est le sort de toutes les institutions pour aller dans des terrains plus grands. En fait, la vente des terrains de ces locaux de la Valette ont été négociés par les apothicaires ou par l'État? Ah, c'est l'État à ce moment-là. C'est l'État. Et c'est pas une vente, en fait. Ça a été abandonné par l'école de pharmacie et réutilisé pour l'Institut agronomique. J'avais saisi que le fondateur, fort longtemps avant, était propriétaire. Ah, il était propriétaire personnellement, ouais. À un moment, ça a été transféré contre les mains de l'État. Oui, comme beaucoup de choses. C'est Louis XIV, peut-être. Ah non, sous Louis XIV, c'était la propriété des maîtres apothicaires. Peut-être un moment, c'est la Révolution qui a saisi les domaines. Voilà. Merci. Eh bien, je vous remercie.